c'est bon, je pense que tu peux commencer, Morgane. Ça arrive encore, mais OK, ça marche. Et bah, bienvenue à tous, pour, cette, dernière journée de notre, cycle de webinaires. Donc, pour rappel, AgroSolutions et toutes les équipes, ont travaillé au décryptage des enjeux, pour, l'agriculture et l'alimentation, pour vous apporter une rentrée en toute, sérénité. Tous les replays des webinaires seront disponibles à partir du 11 septembre, donc vous pourrez, tous, les revoir si vous en avez loupé. Et puis ce qu'on vous propose, pour participer, aujourd'hui, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à, les poser dans le fil de discussion à l'écrit et puis on prendra un temps à la fin du webinaire d'aujourd'hui pour y répondre. Donc le sujet, du jour qu'on souhaite décrypter avec vous à midi, c'est, un sujet concernant la décarbonation, du secteur agricole à l'horizon 2030, étant donné que, la future stratégie nationale bas carbone, 3 est en cours de révision. On va vous proposer, une analyse et un regard d'expert, des annonces qui ont été faites dans le cadre de la planification écologique. Et donc on va pouvoir, regarder ça ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous propose une petite présentation des intervenants du jour qui seront moi ainsi que Caroline Dizien. Donc, on va vous décrypter un petit peu le sujet de la trajectoire de décarbonation 2030. Pour revenir rapidement sur AgroSolutions, qui on est, donc on est un cabinet d'expertise conseil en agro-environnement. On est une filiale du groupe Invivo, qui est une union de coopératives agricoles. Pour info, donc on est environ 48 collaborateurs, majoritairement des ingénieurs agronomes répartis sur 6 bureaux en France. On a un ADN très agro, puisqu'on est historiquement très ancré dans l'accompagnement des coopératives agricoles dans l'analyse et l'expertise agronomique de leurs essais. Et puis, on a aussi complété nos expertises et nos équipes pour apporter une vision globale sur l'ensemble des enjeux qui concernent l'agriculture et notamment les enjeux environnementaux. On s'appuie, une de nos forces, c'est qu'on s'appuie sur notre participation à de nombreux projets de R&D, notamment voilà, sur le sujet du carbone qu'on va travailler aujourd'hui. On a été impliqué donc dans un projet, le projet Carbon Think à l'échelle de la région Grand Est, un projet qui a duré 3 ans, dans l'idée de créer des nouvelles références scientifiques sur le carbone en agriculture et de définir aussi le modèle de rémunération économique pour les agriculteurs basé sur le carbone. Et puis, on est également impliqué dans le projet Marvic à l'échelle européenne, là dont l'objectif est vraiment de travailler à l'élaboration des nouvelles règles de comptabilisation du stockage de carbone dans les sols, dans le cadre de la future réglementation européenne. Donc, on est également impliqué sur les autres thématiques qu'on travaille, comme la biodiversité, l'eau, les sols, dans des projets de recherche, voilà, pour réussir à transmettre au mieux dans les approches qu'on va avoir auprès de nos clients les dernières références et productions de la recherche. Et puis évidemment, on collabore avec tous les instituts publics et puis on s'appuie sur l'ensemble des standards en vigueur pour l'ensemble de nos missions. Pour un petit peu vous donner une vision globale des thématiques qu'on travaille, nos experts, ils peuvent travailler des thématiques assez variées. Donc, on travaille les thématiques énergétiques, climatiques, mais également l'eau, la biodiversité. Et puis, on va proposer des approches vraiment sur mesure à des acteurs, soit de l'amont agricole, des filières agroalimentaires, mais également des territoires, des collectivités publiques ou des acteurs de l'eau ou de l'énergie. Donc voilà pour cette petite présentation rapide d'AgroSolutions. Ce qu'on vous propose, c'est de rentrer un petit peu maintenant dans le vif de notre thématique du jour, qui est la transition et la décarbonation du secteur agricole qui est prévue en 2030. On souhaite revenir dans un premier temps sur les objectifs de décarbonation qui sont posés à l'échelle
européenne et française. Et puis ensuite, on viendra apporter une analyse sur chaque levier qui a été envisagé pour répondre à ces objectifs. Et voilà, apporter une analyse sur l'efficacité et puis les conditions de déploiement qui sont requises pour que ça marche. Donc, sur les objectifs de décarbonation pour le secteur agricole, à l'échelle européenne, tout d'abord, effectivement, on se souvient notamment du Green Deal qui pose l'objectif pour 2030, donc c'est dans 7 ans, de moins 55% des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble des secteurs par rapport à 1990. Et un objectif aussi fort d'absorption et d'absorption de carbone dans les puits naturels à hauteur de 310 millions de tonnes de CO2 en 2030, donc soit plus 15% par rapport à l'objectif précédent. Donc à l'échelle française, comment ça se décline? Alors depuis le nouveau gouvernement Borne, la planification écologique s'est mise en place avec un ensemble de paquets législatifs, un ensemble de lois qui vont pouvoir en fait déterminer les objectifs qui sont assignés aux différents secteurs. On a la loi de programmation énergie-climat qui va être votée notamment qui est prévue à l'automne 2023. La stratégie nationale bas carbone qui va être révisée qui est également prévu cet automne pour définir les nouveaux budgets carbone pour chaque secteur. Et donc avec l'objectif de s'aligner sur les nouveaux objectifs définis par l'Europe, c'est-à-dire atteindre moins 55% d'émissions en 2030 et conserver cet objectif de neutralité carbone en 2050. Et puis, on a également l'ensemble des autres lois qui vont aussi qui sont intégrées dans la planification écologique, la PPE, le plan d'adaptation au changement climatique, la stratégie pour la biodiversité. Donc voilà, tout ça, c'est les grandes feuilles de route qui vont être travaillées là dès la rentrée et précisées. Mais en juillet, le secrétariat général à la planification écologique a annoncer un ensemble déjà de directions et un premier tableau de bord d'indicateurs et d'objectifs pour les différents secteurs économiques qu'on va balayer ensemble. Donc, on va revenir déjà pour le secteur agricole, sur d'où on part. Donc là, on fait un petit rappel de ce qui est en 2021 la photographie des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du secteur agricole. Donc comme vous pouvez le voir sur la partie gauche en vert, vous avez les émissions directes du secteur agricole, donc qui se répartissent en 3 grosses parties. L'élevage avec des émissions de méthane, les cultures avec les émissions de N2O principalement liées à l'apport d'azote sur les sols, et puis les émissions de CO2 liées à l'utilisation de carburants dans l'agriculture. On ajoute à ces émissions directes des émissions indirectes, donc notamment les émissions liées à la fabrication des intrants qui sont utilisés en agriculture. Ici également, les émissions liées à la déforestation importée, liées à l'alimentation, à l'importation de l'alimentation, notamment pour les animaux, le soja. Et puis, vous voyez la dernière partie, c'est le puits agricole. Donc aujourd'hui, on est sur un puits qui est des stockeurs nets quand on regarde les prairies et les sols cultivés, donc qui contribuent à plus d'émissions du secteur agricole, donc d'environ 5 millions de tonnes. Donc voilà, on va s'intéresser à cette partie en vert pour la suite de notre exposé aujourd'hui. Donc on revient un petit peu sur quels étaient les objectifs actuels de la stratégie nationale bas carbone, puisqu'il y a déjà une stratégie nationale bas carbone qui a d'ailleurs déjà été révisée, donc qui est la numéro 2. Qui fixe pour le secteur agricole, qui fixait un objectif donc de moins 18% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 2015.
et un objectif en 2050 de moins 46% d'émissions. Donc, on est sur un objectif en 2050, pour information, qui est quand même moins important pour le secteur agricole que pour les autres secteurs économiques. Par exemple, voilà, pour le secteur du bâtiment, des transports, on était sur des objectifs de décarbonation complète. Pour le secteur agricole, là, on considère qu'effectivement, on est sur un secteur plus particulier, avec des émissions diffuses liées à des processus naturels, comme la fermentation entérique et qui génère du méthane, comme l'apport d'azote sur les sols qui génère du protoxyde d'azote. Donc, on considère que voilà, l'objectif est de diviser par 2 environ en 2050 les émissions de gaz à effet de serre du secteur. Donc, ça, c'était l'actuel. Qu'est-ce qui se dessine maintenant pour le futur dans les nouveaux objectifs qui sont annoncés dans le cadre de la planification écologique? Donc, ce qui a été annoncé pour le secteur agricole, donc c'est pas encore des objectifs définitifs, ça n'a pas été voté, mais voilà, c'est ce qui se dessine pour le secteur agricole. Donc, une hausse un peu de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec un objectif de moins 22% d'émissions en 2030, alors qu'on était à moins 18% dans la stratégie précédente. Et donc, on passe d'un objectif d'être à 68 millions de tonnes de CO2 en 2030, alors que on était à 73 millions de tonnes dans la précédente stratégie. Donc 5 millions de tonnes d'efforts en plus à aller chercher en 2030 sur la partie gaz à effet de serre. Il y a également un objectif sur la partie stockage de carbone, puits de carbone agricole, qui est là est proposé pareil à plus 5 millions de tonnes de CO2. Donc, on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, le puits de carbone agricole est plutôt déstockeur net à hauteur de 5 millions de tonnes. Et là, on doit passer à un puits de carbone stockeur net à hauteur de 5 millions de tonnes. Donc, soit un delta d'environ plus 10 millions de tonnes de CO2 à stocker pour le puits de carbone agricole d'ici 2030. Et puis, donc, on a ces objectifs sur la partie émissions de gaz à effet de serre, stockage de carbone, mais ce qu'on a souhaité aussi également mettre en avant, c'est que l'agriculture va également être quand même mobilisée pour contribuer à la production d'énergie renouvelable. Notamment, on a des objectifs sur la production de biogaz et de biocarburants qui sont annoncés assez ambitieux, en tout cas pour la partie biométhane, avec une hausse des capacités de production multipliées par 4 d'ici 2030 pour la partie biogaz, donc avec 8 TWh de biogaz qui sont produits potentiellement à partir de cives, donc de cultures intermédiaires à vocation énergétique, et avec aussi des tonnages d'effluents d'élevage méthanisés qui sont largement supérieurs et potentiellement multipliés par 3 à ce qui est fait actuellement. Et puis sur les biocarburants, on a aussi des objectifs avec une hausse des volumes produits de biocarburants d'environ plus 33% d'ici 2030. Donc voilà, beaucoup des objectifs ambitieux pour le secteur agricole, qui pour le moment, en termes de budget annoncé et de lignes et de moyens, on a assez peu d'éléments. La Première ministre a annoncé plus 7 milliards pour la planification écologique en 2024 par rapport à 2023. Mais voilà, on attend de voir comment va se répartir ce financement, avec quels moyens et avec quels outils. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de pouvoir un petit peu rentrer dans le détail des différents leviers, puisqu'il y a ces objectifs qui ont été annoncés pour le secteur agricole, et puis ils ont été déclinés avec différents leviers. Et donc, on vous propose de revenir sur chaque levier avec notre analyse un peu de l'efficacité du levier et de ses conditions de déploiement. Donc, je laisse la parole à Caroline pour
pour continuer. Merci Morgane. Donc effectivement, on va commencer par décrypter une première série de leviers qui concerne la réduction des émissions de protoxyde d'azote N2O, puisque comme vous le savez, et encore plus si vous avez suivi notre webinaire de lundi dernier sur l'impact de l'agriculture sur le réchauffement climatique, les émissions de N2O qui sont liées au cycle de l'azote sont vraiment le poste d'émission principal pour ce qui est des productions végétales. Donc, c'est évidemment un poste sur lequel on va devoir mettre en place des leviers assez forts. Donc, le premier levier qui est cité, c'est celui de l'introduction des légumineuses dans les rotations. Et donc, l'idée, c'est de multiplier par 2 les surfaces de légumineuses à graines de type soja, pois, févrole au sein des surfaces agricoles françaises, ce qui correspond à un petit peu plus de 500 000 hectares en plus de ces cultures. Donc, notre retour par rapport à l'efficacité de ce levier, les légumineuses, c'est effectivement une culture dont l'efficacité est reconnue depuis de nombreuses années pour réduire les émissions de gaz à effet de serre via en fait la non-nécessité de fertilisation de ces cultures, puisqu'elles ont la capacité d'aller capter l'azote atmosphérique. Donc, on n'a pas besoin de réapporter de l'azote sur ces cultures. Et en plus, elles permettent donc de réapporter de l'azote dans le système de culture globalement. Donc, c'est évidemment intéressant pour, au global, sur la rotation, diminuer les apports d'azote. Et donc, qui dit diminuer les apports d'azote, dit diminuer les émissions de N2O. En revanche, il y a quand même un point d'attention à avoir, et vous allez voir qu'on va assez souvent reparler de ce point-là, c'est que les légumineuses sont quand même des cultures qui ont tendance à produire moins de biomasse que les céréales, par exemple. Et donc ça peut impacter la capacité de stockage de carbone dans les sols. Puisque pour stocker du carbone dans les sols agricoles, eh bien, on a besoin de rapporter de la biomasse et de la matière organique à ce sol. Donc ça, c'est un petit point de vigilance par rapport à ce levier. Ensuite, il y a quand même, en termes de conditions de déploiement, il y a toujours un certain nombre de verrous techniques qui perdurent dans la production des légumineuses et qui pénalisent un peu les rendements et donc qui, d'une certaine manière, sont un frein à leur déploiement. Donc, on identifie qu'il y a encore un besoin d'investissement dans la recherche, notamment la recherche variétale, pour proposer des variétés qui soient plus productives que celles qui existent aujourd'hui, et aussi dans l'accompagnement technique des producteurs pour conduire à bien ces cultures. Et puis, on a aussi un besoin que la demande à l'aval pour ces cultures soit bien présente. Donc, elle doit être accompagnée, elle doit être structurée au sein de filières qui permettront de proposer un débouché aux agriculteurs qui mettent en place ces cultures. Ensuite, deuxième grand levier qui est annoncé dans la planification écologique, c'est l'augmentation de l'agriculture biologique. Donc, l'augmentation de la part des surfaces agricoles en agriculture biologique qui doit être multipliée par 2 d'ici 2030. Donc, pour atteindre 20%, 21% exactement. Donc, par rapport à ce levier, effectivement, l'agriculture biologique, c'est un levier intéressant pour l'impact carbone, puisque on ne va pas apporter d'azote minéral sur les cultures en biologique. Et donc, effectivement, les apports d'azote minéral, c'est vraiment le poste qui est le plus émissif aujourd'hui en grande culture. Donc ça, c'est intéressant. Et aussi, c'est un mode de production qui présente par ailleurs des co-bénéfices sur d'autres thématiques que le réchauffement climatique, à savoir la biodiversité, la qualité de l'eau, la qualité de l'air. Là encore, un point d'attention, c'est que quand on produit en agriculture biologique, on est a priori moins productif. On va donc moins produire de biomasse qui va être restituée dans les sols. Et donc, même problème que pour les légumineuses. Attention à l'impact potentiel sur le stockage, voire le déstockage de carbone. On a vu qu'on était déjà plutôt dans une tendance à déstocker. Et donc, attention, si on veut rebasculer sur une tendance stockante en grande culture, c'est un point d'attention.
Et puis, un point aussi de vigilance sur les formes organiques qui vont pouvoir être apportées en substitution de l'azote minéral qui est apporté sur des surfaces aujourd'hui en conventionnel. Voilà, toutes les formes organiques ne sont pas toujours une efficacité certaine en termes de réduction des gaz à effet de serre. Donc voilà, il faut bien réfléchir à qu'est-ce qu'on apporte, à quel moment, dans quelles conditions. Et puis, pour continuer sur ce sujet de la matière organique fertilisante qui est utilisée en agriculture biologique, il y a aussi un point d'intention en termes de conditions de déploiement sur la disponibilité de ces matières, avec notamment, si on regarde en parallèle la baisse tendancielle des élevages des cheptels, sachant que les effluents organiques constituent la principale matière fertilisante qui est utilisée aujourd'hui en agriculture biologique et en termes de fertilisation organique. Donc il y a une tension sans doute qui va s'accroître vis-à-vis de ces effluents d'élevage, voire d'autres matières organiques fertilisantes. Et donc c'est un point de déploiement qui est important à avoir en tête. Et ensuite, évidemment, une question de financement, puisque on est quand même dans un contexte où non seulement les subventions à l'agriculture biologique ont plutôt tendance à baisser, et en plus, sur ces dernières années, on a aussi un marché qui est aussi à tendance à baisser. Donc, le marché des produits bio, notamment, a baissé de 6% entre 2020 et 2022. Donc, besoin également sans doute de soutien pour vraiment soutien financier pour atteindre cet objectif. Et dernier levier qui concerne les émissions de protoxyde d'azote, c'est plus généralement les leviers qui vont permettre tout simplement de diminuer la consommation d'azote minéral sur les parcelles agricoles. Donc l'objectif qui est annoncé, c'est moins 30% de consommation d'azote minéral en 2030. Et par ailleurs, également une diminution de l'impact carbone de la production des engrais minéraux. Donc si on regarde plus spécifiquement l'objectif de moins 30% de consommation d'azote minéral, on sait, et je l'ai redit au début de mon intervention, que l'utilisation d'engrais minéral azotés était vraiment le poste numéro 1 d'émissions en grande culture. Donc c'est évident que c'est un levier capital aujourd'hui si on veut atteindre les objectifs annoncés. Il va falloir diminuer les quantités d'azote minéral apportées. Maintenant, une fois qu'on a dit moins 30% de diminution, c'est pas réellement un levier en soi. Donc, savoir si ça va être efficace, ça dépend justement des actions concrètes qui vont être déployées pour y parvenir. Donc, ces leviers, on l'a vu, la substitution de l'azote minéral par de l'azote symbiotique qui vient des légumineuses, la substitution de cet azote minéral par de l'azote organique venant de différents types de produits organiques, mais également des pratiques d'optimisation des apports d'azote, de pilotage, d'agriculture de précision qui vont permettre d'être au plus proche des besoins vraiment de la culture et donc de diminuer au global la quantité d'azote apportée. Donc là aussi, il y a un point de vigilance sur la substitution d'azote minéral par de l'azote organique. Comme je disais pour l'agriculture biologique, attention, quelle forme d'azote, quelle disponibilité de ces formes d'azote. Donc ça reste un point de vigilance. Et puis, on a encore quand même une interrogation sur la capacité d'appliquer tous ces leviers pour atteindre 30% de baisse sans impacter le rendement. Donc, est-ce que on a vraiment l'intention de faire cette baisse-là sans impacter le rendement, ou alors est-ce qu'on assume une certaine baisse de rendement au global sur les cultures parce qu'on va apporter moins d'azote? Et à ce moment-là, on revient toujours à cette question d'impact potentiel sur le stockage de carbone, puisqu'on va donc moins produire de biomasse, moins ramener de biomasse au sol. Et puis, il y a un point aussi dont Morgane a parlé, qui est l'objectif aussi pour l'agriculture de contribuer à la production d'énergie renouvelable, et notamment via une partie de la biomasse agricole qui doit être redirigée vers la méthanisation pour produire du biogaz.
Et donc, ça va donc demander, pour produire plus d'énergie, pour produire plus de biogaz, ça va demander plus de biomasse. Donc, cette biomasse, eh bien, parfois, elle a besoin aussi d'être fertilisée, notamment c'est le cas des cives, qui sont pas comme des cultures intermédiaires classiques, elles sont fertilisées. Et donc, voilà, il faut réussir à baisser la consommation d'azote minéral, mais à produire plus de biomasse. Donc, c'est on va dire, la difficulté vis-à-vis de ce levier. On poursuit un petit peu ce descriptif des leviers avec un petit point sur ce qui est mentionné sur l'élevage. Concernant l'élevage, dans la planification écologique, on a des émissions annuelles de méthane qui sont annoncées donc en réduction là d'ici 2030. Concernant les leviers, il est mentionné de gains d'efficacité dans la conduite des troupeaux, de réduction des importations de soja. Et puis, on table aussi sur une baisse tendancielle finalement des cheptels de 12% d'ici 2030, donc une baisse qui se poursuit. Mais en parallèle de ça, et notamment pour répondre à l'objectif d'augmentation du puits de carbone, le gouvernement table sur une augmentation des surfaces en prairies permanentes à hauteur de plus 0,9 millions d'hectares d'ici 2030. Donc, ce que ça sous-entend, c'est en fait moins d'animaux, mais plus de prairies. Donc, finalement, un besoin de réorienter les systèmes d'élevage vers des systèmes beaucoup plus basés sur l'herbe, pour faire coïncider cette équation, hein, plus de prairies et moins d'animaux. Donc, ça, c'est des choses qui sont assez peu détaillées pour le moment mentionnées, cette réorientation des systèmes d'élevage, mais du coup, ça nous semble en fait la condition sine qua non pour que ça marche. Et puis le risque quand même qui a été identifié, mais qu'on renote ici, c'est de délocaliser les émissions de gaz à effet de serre, puisque si la consommation de viande domestique en France donc ne suit pas la tendance de baisse des cheptels, on risque d'importer de la viande pour répondre à nos besoins et à notre consommation, et donc en fait de délocaliser nos émissions de gaz à effet de serre, donc ce qui en termes de réduction de notre empreinte carbone ne sera pas très pertinent. Donc en termes de conditions de déploiement, notre regard là-dessus, c'est qu'il y a vraiment un besoin fort de réorienter les politiques publiques pour accompagner la baisse de la consommation de viande, et puis la réorientation des systèmes d'élevage vers plus d'herbes, plus de prairies permanentes. Un point également qu'on souhaite faire, c'est sur la partie puits de carbone. Donc concernant l'augmentation des puits de carbone, plusieurs leviers sont annoncés. Donc, il y a le levier principalement de déploiement des surfaces, et des linéaires de haies, amélioration de l'entretien des haies, plus 5000 km linéaires de haies par an, donc un fort déploiement des linéaires de haies, un développement aussi des surfaces en agroforesterie, et puis un fort un levier aussi qui est mis en avant, c'est le levier couvert intermédiaire, avec un objectif de multiplier par 2 les surfaces en couvert intermédiaire d'ici 2030. Donc avec une partie de ces couverts intermédiaires qui seraient notamment des cives, des cultures intermédiaires pour la production d'énergie. Donc évidemment, tous ces leviers, ce sont des mesures qui sont complètement efficaces pour l'absorption de carbone, et qui ont par ailleurs un ensemble de co-bénéfices pour la biodiversité, la qualité de l'eau et l'adaptation au changement climatique. Donc c'est évidemment des leviers clés qu'il faut réussir à développer, et sans lesquels on n'arrivera pas à faire la transition. Concernant les couverts, c'est également effectivement des leviers clés, notamment pour le secteur des grandes cultures, pour réussir à stocker plus de carbone dans les sols. Donc voilà, là, on considère que c'est effectivement le levier sur lequel il faut mettre le paquet. En revanche, petit warning, on en a déjà parlé, mais concernant
lessive, effectivement, on est sur des productions qui, pour être efficaces, sont souvent fertilisées, et donc avec des émissions additionnelles qu'il faut intégrer dans la réflexion globale. Donc, notre regard sur les conditions de déploiement actuelles, concernant les haies, effectivement, il y a pas mal de financements qui ont été mis sur la table pour accompagner la plantation. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a quand même assez peu de programmes pour financer l'entretien durable. Or, avec un entretien durable des haies, on arrive aussi à un stockage de carbone additionnel qui est assez intéressant. Donc voilà, accompagner également l'entretien durable une fois que les haies sont en place. Et concernant les couverts, donc là, dans l'objectif qui est annoncé, on parle de multiplier par 2 les surfaces de couverts. Aujourd'hui, en France, une grande partie du territoire est en zone vulnérable au nitrate et donc est soumis à une obligation de mettre en place des cultures intermédiaires quand il y a des intercultures longues. Donc, il y a déjà des intercultures en place. Là où elles sont pas forcément en place, c'est sur ce qu'on appelle les intercultures d'été courtes, entre un orge qu'on va venir récolter en juillet et puis un blé qu'on vient semer en novembre, par exemple. Donc voilà, là, on a un intervalle un peu plus court et on peut venir semer une interculture, mais dans une période estivale qui est souvent sensible au manque d'eau. Donc avec un fort risque d'échec de semer le couvert, de ne pas le voir lever. Donc en fait, le levier, si on regarde que développer les surfaces et les multiplier par 2, c'est beaucoup développer les surfaces en interculture courte, mais ça sous-entend un fort risque d'échec. Donc on se dit, il y aurait peut-être un intérêt quand même à travailler sur les intercultures, enfin à préférer au développement de surface l'incitation à produire plus de biomasse, parce que sur des intercultures longues déjà en place aujourd'hui, il y a quand même un delta de production de biomasse qui peut être atteint. Et concernant les intercultures d'été, cibler vraiment des zones avec un taux d'échec réduit pour pas décourager les agriculteurs. En dernier point qu'on souhaitait aborder et donc rappeler, c'est effectivement que l'agriculture est attendue sur la contribution à la production d'énergie renouvelable, à la fois biométhane, mais également biocarburant. Et donc, que cette contribution à la production d'énergie renouvelable, elle aura nécessairement un impact à intégrer sur son empreinte carbone et sur le potentiel de production, la souveraineté alimentaire, puisque produire des cives ou produire de la biomasse en complément des productions actuelles, ça a souvent un impact sur les rendements où ça réoriente en fait des productions alimentaires vers des productions non alimentaires. Donc voilà, sont selon nous en tout cas des éléments importants à considérer dans les objectifs qui vont être assignés à l'agriculture, notamment pour ça, pour la réduction d'émissions de gaz à effet de serre et le stockage de carbone. Donc en conclusion, on voit qu'on a une équation complexe pour le secteur agricole, moins d'émissions de gaz à effet de serre, plus de stockage de carbone, plus de production de biomasse, maintien de la souveraineté alimentaire, et tout ça dans un contexte de changement climatique où la production de biomasse est souvent un petit peu mise à mal par les aléas climatiques. Donc, ça met en exergue en tout cas une priorité, c'est l'adaptation des systèmes agricoles au changement climatique. Et ça tombe bien, c'est le sujet du prochain webinaire. Le point également qu'on souhaitait mettre en avant dans cette conclusion, c'est le fait qu'il y a des transferts d'impact. On le sait, en agriculture, réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça a souvent un impact sur le stockage de carbone. Et inversement, quand on veut stocker plus de carbone dans les sols, parfois, ça génère des émissions additionnelles. Donc, il y a vraiment des transferts d'impact à instruire plus précisément, notamment dans un contexte où on demande à l'agriculture de vraiment contribuer à la production d'énergie renouvelable et à produire plus de biomasse. Donc la faisabilité de tout ça, elle va être fortement liée au soutien et aux investissements qui vont être annoncés et déployés à court terme, hein, parce qu'on voit pour arriver aux objectifs de surface en légumineuse, de bio, il va y avoir besoin d'accompagner fortement les agriculteurs et le secteur.
Et puis pour voir un petit peu plus loin que 2030, parce que c'est vrai que là, on est resté un peu à 2030, en se projetant à 2050, on se dit que bah, voilà, il y aura sûrement besoin de mobiliser un petit peu plus des leviers de rupture qui soient systémiques, technologiques, pour atteindre l'objectif de diviser par 2 les émissions du secteur agricole d'ici 2050. Donc, AgroSolutions, en tout cas, si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet de la décarbonation du secteur agricole, on peut vous accompagner sur le sujet, bien évidemment, par des formations, de la réalisation de bilan carbone ou de l'accompagnement à la mise en place de stratégies de décarbonation de vos filières ou de vos territoires. Donc, n'hésitez pas en tout cas à nous revenir, moi ou Caroline, si vous avez des questions ou des demandes. Et puis, on vous propose du coup, si vous avez des questions, d'y répondre maintenant. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le fil. Ouais, il y a une question pour l'instant. C'était par rapport à la slide 20 sur les émissions liées à l'élevage. Une demande de clarification. En quoi l'augmentation des prairies permanentes va-t-elle permettre de réduire les émissions de méthane? Oui, alors effectivement, c'est le titre est un petit peu trompeur. On n'aurait peut-être pas dû se focaliser uniquement là-dessus. C'était plutôt les leviers qui concernent l'élevage. Et donc, effectivement, le levier prairie n'est pas le levier ciblé pour réduire les émissions de méthane. Mais on l'a positionné ici puisque voilà, ça faisait sens avec le sujet sur l'élevage. Mais effectivement, c'est pas un levier directement pour réduire les émissions de méthane. Une autre question donc, qui demande notre avis sur le rôle du label bas carbone et des diverses méthodes disponibles pour participer à la décarbonation. Effectivement, le label bas carbone, c'est un outil important, je pense, pour accompagner notamment les agriculteurs dans la mise en place de pratiques stockantes, qui vont améliorer le stockage de carbone dans les sols et puis réduire les émissions de gaz à effet de serre. Puisque du coup, il va permettre d'apporter un financement complémentaire. Après, aujourd'hui, effectivement, il y a quand même encore des freins au déploiement plus large des projets label bas carbone, puisque les prix pratiqués participent pas encore vraiment à couvrir 100% des coûts des agriculteurs, et étant donné que c'est aussi un mécanisme assez qui prend du temps avec beaucoup d'administratifs, de suivi. C'est vrai que pour le moment, on pense qu'il y a quand même des leviers à trouver en complément pour que ce label bas carbone soit vraiment efficace pour accompagner le financement des pratiques. Donc, travailler sur du couplage de financement, travailler à l'allègement, voilà, à la simplification des règles du label bas carbone pour encourager plus largement et déployer plus largement le dispositif. Ok. Pas d'autres questions pour le moment dans le chat. Ah, si, il y en a une qui arrive. Qu'en est-il des PSE, les paiements pour services environnementaux, pour encourager la décarbonation? Effectivement, les PSE sont également un outil assez important pour encourager la décarbonation. Ensuite, il faut voir comment ils sont mis en œuvre, qui les finance, à quel prix. Enfin voilà. Après, c'est vrai qu'on se rend compte avec le label bas carbone que ce qui ensuite va être déterminant, c'est comment le dispositif est mis en œuvre, et puis comment le marché se met en place pour voir si on arrive à engager largement les agriculteurs dans ces dispositifs. Ok, bon, je vois pas d'autres questions pour le moment. Donc, je pense qu'on ah si, Diane qui a une question, bien sûr. L'impact des transferts sur la réduction et le stockage est monitoré comment? C'est-à-dire l'impact, oui, est-ce qu'on mesure? Je pense que la question, c'est est-ce qu'on mesure cet impact entre réduction des émissions et stockage de carbone?
Oui, alors après, ça dépend à quelle échelle dans un métro. Elle est À dans un quelle métro. Ça dépend effectivement à quelle enfin oui, c'est mesuré. Après, c'est mesuré de différentes façons. Par exemple, dans le label bas carbone, effectivement, dans la méthode grande culture, par exemple, chaque changement de pratique est évalué et on regarde à la fois l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre et la production de biomasse et le stockage de carbone dans les sols, pour regarder le bilan finalement net de est-ce que telle ou telle pratique a un intérêt positif ou négatif. À une échelle française, macro, comme sont faits les plans de planification écologique, effectivement, il y a des enjeux. C'est pas aussi facile de monitorer le stockage de carbone dans les sols et l'impact. Donc, il faut mettre en place des outils, des modèles pour simplifier et réussir quand même à approcher ces dynamiques de stockage à grande échelle. Ok. J'attends la dernière question qui va arriver, mais non. A priori, c'est bon, on a fait le tour. Et si, tiens, il suffisait que je le dise. Donc, dernière question, ces modèles sont-ils produits par AgroSolutions? Oui, on travaille effectivement des modèles simplifiés pour réussir à caractériser à l'échelle de territoire, à l'échelle de filière, ces impacts de changement de pratique sur les émissions de gaz à effet de serre, le stockage de carbone, justement pour voilà, bien réussir à monitorer ces transferts d'impact. Donc oui, on y travaille côté AgroSolutions. Ok. Eh bien, De toute façon, merci. si vous avez d'autres questions, comme le disait Morgane, hein, n'hésitez pas à nous recontacter sur ces sujets-là. Mm. Et puis, eh bien, on vous donne rendez-vous à 13h pour le dernier webinaire de notre semaine sur l'adaptation de l'agriculture et de l'alimentation au changement climatique. Et on vous remercie pour votre participation et on vous dit à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée.